Bonjour à tous, bienvenue sur Galilée News, l'analyse de l'info par le citoyen et pour le citoyen. Le principe est toujours le même, une interview, un sujet d'actualité et un invité pour décortiquer tout ça. Alors aujourd'hui, Galilée News braque à nouveau son télescope sur les élections européennes, et plus précisément sur le travail de nos eurodéputés. Comment s'organise le travail de l'eurodéputé justement? Quels sont ses pouvoirs? Et comment défend-il les intérêts du citoyen européen? Pour en parler, j'accueille l'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Paul Bessé. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez été élu lors des élections européennes de juin 2009. Vous Oui. êtes journaliste de formation. Vous avez travaillé à Libération, RTL. Et vous avez été rédacteur en chef au Monde, donc le journal, pendant une dizaine d'années. Vous avez été l'auteur de Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire, ouvrage abordant des notions de décroissance et qui remettait en cause notre modèle de développement économique. Sur le plan politique, vous êtes un des maîtres d'œuvre du pacte écologique en France. Et enfin, vous avez été l'un des initiateurs du Rassemblement des écologistes pour les élections européennes de 2009, aux côtés de Daniel Cohn-Bendit, José Bové et Eva Joly. Vous êtes actuellement membre de la commission parlementaire en affaires économiques et monétaires et de la commission parlementaire du secteur de la pêche. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Première question. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir eurodéputé? À travers quel parcours? Mon parcours ne me destinait absolument pas à devenir député. J'étais journaliste, je l'ai été pendant près de 40 ans. J'étais donc un observateur extérieur, et en tant qu'observateur extérieur, le plus honnête et le plus objectif possible, je ne pouvais pas m'engager politiquement. Je n'en pensais pas moins, mais je ne pouvais pas m'engager dans un parti politique, surtout par rapport aux journaux dans lesquels je travaillais. Donc voilà, quand j'ai terminé ma carrière journalistique au Monde, comme vous l'avez rappelé, j'avais vu tout au long de ma carrière, progressivement, dans mes voyages, dans mes rencontres, dans mes lectures, un phénomène de crise écologique montante et angoissante, de mon point de vue. Et j'avais vu là des enjeux colossaux, et j'ai décidé, comme j'avais quelques loisirs, étant en pré-retraite, d'essayer de faire bouger les choses politiquement, là où ça se décide, pour qu'on puisse échapper à cette crise écologique sous toutes ses formes. Donc je me suis occupé avec Nicolas Hulot du pacte écologique, on a beaucoup avancé, et ensuite le Grenelle de l'environnement, et ensuite voilà, ça a débouché sur la création du mouvement politique Europe Écologie, qui a présenté des candidats aux élections européennes, puisque c'était en 2009, ça se situait à ce moment-là. Et je me suis présenté dans le centre Massif Central, et j'ai été élu. Et ça fait donc 5 ans que je suis à Bruxelles, parce que moi, tout en étant français, je réside à Bruxelles pour éviter les allers-retours incessants et la grande valse du carbone, hein, du CO2 dans les avions, et les fatigues également. Et puis Bruxelles est une ville agréable, j'aime beaucoup la Belgique, surtout aujourd'hui où il fait très soleil. Pour une fois. Oh, mais souvent c'est comme ça. Alors, votre parcours, qui est quand même assez atypique, puisque vous êtes journaliste de formation, peut interpeller quelques citoyens européens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type du citoyen européen pour devenir, par exemple, eurodéputé? Ou absolument pas. Vous savez, il y a 750 députés, même un petit peu plus, je me souviens plus du chiffre à l'unité près, un petit peu plus de 750 députés, donc des 28 pays qui sont représentés qui forment l'Union européenne. C'est très divers, c'est extraordinairement divers. D'abord, première chose à noter, au passage quand même, il y a une parité homme-femme. Enfin, pas tout à fait 50-50, mais dans la mesure où aux élections européennes, les listes doivent être shabada, comme on dit, un homme, une femme, ou une femme, un homme, ça permet à de nombreuses femmes d'être élues. Je crois qu'on doit être à un rapport 45% contre 55%, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi un signal fort du point de vue des valeurs de ce que représente l'Europe, la parité homme-femme. Donc il y a 750 députés, ils sont très variés, d'origine, de langue, d'âge, de profession, d'itinéraire professionnel, de culture.
Ça varie selon les pays, ça varie. Voilà, je veux dire, c'est un grand melting pot que doit devenir l'Europe. On vient de 28 nations, de 28 États-nations, et tout ça se mélange en fonction de ce qui a été décidé pour l'Europe, peu à peu, ce qui s'est construit plus exactement peu à peu, en accord avec les populations, c'est-à-dire un destin commun. Un cadre commun. Les 750 députés européens sont là, non pas pour défendre les intérêts de leur pays réciproques. Moi, je ne défends pas les intérêts français ou les intérêts de ma circonscription électorale à Bruxelles. Je défends, comme mes collègues, l'intérêt général de 500 millions d'Européens, c'est à peu près la population des 28 pays. Voilà, c'est une tâche tout à fait exaltante, écrasante. Encore faut-il le trouver, l'intérêt général. Il tombe pas du ciel, il faut discuter, il faut négocier. Ça dépend des points de vue qu'on a. Mais justement, on est là pour ça, quoi. Le Parlement européen doit être le reflet, doit devenir de plus en plus et approfondir ça. Et c'est ce qui est en train de se passer année après année, où le Parlement européen a de plus en plus de responsabilités. Doit devenir l'organe du peuple européen. Très bien. Et comment s'organise une journée classique de travail pour vous, en tant qu'eurodéputé? Pour moi, elle commence assez tôt. Je vais à mon bureau à pied. J'ai pris un petit logement non loin du Parlement, une demi-heure, ça me fait du bien, malgré la pluie et les brouillards bruxellois. Voilà, alors ça, tout dépend des semaines. Vous savez, c'est très organisé, parfois, dit-on, un peu bureaucratique, mais je voudrais faire tout de suite litière de cette idée de la bureaucratie bruxelloise, de la technocratie, tout ça. Tout de suite, avant de répondre à votre question sur mon emploi du temps. On entend, et je me balade beaucoup, je vais à la rencontre des gens ici et là, et on entend beaucoup monter cette vague eurosceptique avec cette idée qui revient récurrente, qui revient en boucle. Oh oui, c'est une bande de technocrates, les eurocrates qui décident à Bruxelles, c'est la faute à Bruxelles, etc., etc. Bon, je voudrais dire qu'il y a évidemment des fonctionnaires au Parlement européen et à la Commission européenne, qu'il y a des fonctionnaires européens donc à Bruxelles, qui sont tous de bon niveau, parce qu'ils ont d'importantes responsabilités, mais il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, au total, il y en a 40 000. 40 000 pour gérer 28 pays et 500 000 Européens. C'est beaucoup moins qu'à Paris, que les employés municipaux à Paris, hein, que l'administration, les fonctionnaires territoriaux à Paris. Voilà, alors donc, n'exagérons pas qu'il y ait ici ou là un peu de technocratie, qu'on ait un peu trop tendance parfois à s'occuper de détails techniques, je veux bien l'admettre. Mais globalement, ce n'est pas une bureaucratie qui est aux commandes, ce sont des députés, 750 députés, et des chefs d'État, le Conseil européen, puisque, comme vous le savez, l'Europe marche sur deux jambes. Elle a deux légitimités en quelque sorte, celle qui lui vient du peuple, des élections, tous les 5 ans, au Parlement européen, comme ça va être le cas là, à la fin du mois de mai, le 25 mai, et puis par ailleurs, ce qu'on appelle le Conseil européen, qui a aussi une légitimité, puisque ce sont les représentants des gouvernements élus dans chacun des 28 pays, ou des chefs d'État et de gouvernement. Donc ces deux structures cohabitent et sont forcées de se mettre d'accord. C'est ce qu'on appelle le processus de codécision. Pour que quelque chose puisse sortir de l'Union européenne, il faut que le Conseil et le Parlement soient en accord et trouver un compromis. Et la Commission européenne, dirigée en ce moment par M. Barroso, qui elle aussi est beaucoup attaquée, les ultralibéraux de la Commission, etc., comme si c'était un pouvoir technocratique, obscur, caché, un complot de je ne sais qui. Non, la Commission, elle ne prend aucune décision. La Commission, elle applique les décisions du Conseil européen et du Parlement européen, et une décision qui doit être conjointe. Ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est lourd, parce que très souvent, les parlementaires européens
défendent, comme je le disais tout à l'heure, essaient de défendre, de trouver et de défendre l'intérêt général des Européens, alors que le Conseil européen, chaque ministre défend son bout de gras, c'est-à-dire son territoire, sa nation. Or, il faut que pour avancer, donc ça prend du temps, il faut négocier, et il arrive très souvent qu'on n'est pas en accord. Au Parlement européen, on se bagarre démocratiquement. Et on se bagarre en permanence contre le Conseil européen, qui reste sur ce qu'on appelle l'intergouvernemental, qui reste sur une vision très nationaliste, je dirais, des propres intérêts. Mais bon, c'est les gouvernements, ils sont élus pour ça, ils ont leurs électeurs, ils ne sont pas élus pour très longtemps. Ils raisonnent en fonction de leurs intérêts nationaux. Et nous qui essayons d'être porteurs de l'intérêt général du continent, on se heurte très souvent avec les particularismes nationaux. Mais récemment, on sait que aux prochaines élections européennes, le citoyen européen aura beaucoup plus de pouvoir, puisque les résultats électoraux des élections européennes influenceront la nomination du président de la Commission. Absolument. Donc le citoyen doit-il se réjouir de cela, et cela pourrait-il empêcher l'immobilisme et le blocage au niveau du processus décisionnel? Je crains que ça ne suffise pas, mais c'est un très bon signal. C'est un très bon signal parce que les peuples auront donc leur mot à dire. Chaque grande famille politique a désigné son candidat ou sa candidate à la Commission. Donc tout ça a un sens et ça donne un visage à l'Europe. Un visage qui est passé par le suffrage universel. Alors qu'actuellement, le président de la Commission, M. Barroso, mais c'est pas une critique que je fais, dans le cadre des traités, il n'est qu'un secrétaire général du Conseil des ministres. Il a plutôt tendance à prendre ses ordres, et le Conseil des ministres, le Conseil européen, lui donne les instructions. Même si nous, dans notre travail, et ça c'est une chose qui m'a beaucoup surpris dans l'exercice de mon mandat, nous sommes, nous les eurodéputés, plus souvent en phase avec les fonctionnaires de la Commission, justement, avec certains commissaires. Je vois, moi, sur la commission de la pêche, par exemple, dans laquelle j'étais, qui a un gros problème de ressources halieutiques, les poissons, les stocks, on a été épuisés à pleine main, les phénomènes de surpêche, etc. Vous avez d'ailleurs contesté la pêche en eau profonde. Oui. Voilà, le chalutage en eau profonde. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là pour la préservation de la ressource, parce que si on ne préserve pas la ressource de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs. La crise sociale sera encore plus terrible qu'aujourd'hui. Et voilà, bon. Donc on a beaucoup travaillé sur la nouvelle politique commune de la pêche, sur un certain nombre d'orientations, et on a travaillé la main dans la main avec la commissaire européenne à la pêche, une grecque, Madame Damaniaki. Voilà, on s'est retrouvés très facilement. Et en revanche, on a eu à bagarrer très dur contre les gouvernements, et en particulier contre les gouvernements de pays qui sont des puissances de pêche fortes, la France et l'Espagne en particulier. Et par rapport à tout votre travail que vous exercez, toutes les idées que vous défendez, du matin au soir, dans votre bureau, j'ai pas répondu à votre question concrète, excusez-moi. Voilà. J'arrive donc assez tôt. J'aime bien arriver tôt le matin au Parlement parce qu'il n'y a pas encore trop de monde, parce que le Parlement, c'est une ruche. Au total, quand les députés sont là, leurs collaborateurs, les collaborateurs des groupes, les fonctionnaires, là, il y a 6000 personnes. C'est un gros paquebot. On s'y perd, d'ailleurs, c'est tellement grand. Moi-même encore, des fois, je ne sais plus trop où sont. J'ai pas tous mes repères. Donc moi, j'arrive assez tôt pour être tranquille, et boire un café et lire les journaux. Voilà, pour savoir ce qui se passe à travers le monde. Et puis ensuite commence le travail. Alors ça dépend. Les semaines, on a des semaines fléchées sur certaines activités. Chaque mois, on a une semaine qu'on passe à Strasbourg en séance plénière pour voter tout le travail accumulé à Bruxelles, accumulé en commission. Et ça, le travail en commission se réalise une semaine, voire 2 semaines par mois à Bruxelles. Et on a également une semaine de travail en groupe politique, parce que dans les groupes politiques, les grandes familles politiques, moi j'appartiens au Vert européen,
On discute de tout. On discute de nos positions. Qu'est-ce qu'on va au final voter? Avec qui on va s'allier? Quel compromis on va passer? Qu'est-ce qu'on va accepter? Sur quoi on se bagarre, etc., etc. C'est pas seulement les titulaires dans les commissions. Évidemment, ce sont eux qui sont en première ligne. Mais ils rendent compte à l'ensemble du groupe de leur position, de leur bataille, pour le faire avaliser par le groupe tout entier. Et je dis ça pour les Verts européens, mais ça se passe comme ça dans tous les autres groupes politiques. D'ailleurs, il y a une vraie mise en commun du travail, il y a une vraie mutualisation et une vraie recherche du débat. C'est extrêmement riche. Donc, alors, selon les semaines, quand je suis à Bruxelles, eh bien, si c'est une semaine de commission, par exemple, eh bien à 9 heures du matin commencent les réunions de mes commissions. Alors là, il faut parfois courir dans les couloirs, parce qu'on doit appartenir, chaque député doit appartenir au moins à 2 commissions. Une où il est titulaire, l'autre où il est suppléant. Et au moins 2 commissions. Donc, comme vous l'avez rappelé, moi, je suis membre comme titulaire de la commission des affaires économiques et monétaires, et je suis suppléant dans la commission pêche. Être suppléant, on peut participer au débat de la même façon. Si au niveau des votes, on ne peut que remplacer un titulaire au niveau des votes. Mais ça, c'est un détail. Donc, à 9 heures, et ben voilà, réunion de la commission, par exemple, économique et monétaire, qui va durer jusqu'à midi et demi, 1 heure. Reprise des travaux à 3 heures de l'après-midi, ça va durer jusqu'à 6h30 à peu près. Et là, défilent des rapports. Des rapports sur des questions dont le Parlement, la Commission s'est saisie, ou qui ont été décidées au niveau du Conseil des ministres et de la Commission. La Commission propose un règlement sur telle ou telle question, sur les marchés, sur les traders, sur la taxe sur les transactions financières, etc. etc. On va discuter de tout ça. Discussion longue, technique, et ça aussi c'est quelque chose de tout à fait nouveau et que je trouve vraiment très positif. Il y a un rapporteur d'un groupe politique quelconque par sujet. Il va travailler, mais il ne va pas travailler tout seul. Il va travailler avec ce qu'on appelle des shadow rapporteurs, des rapporteurs fictifs, c'est-à-dire que chaque groupe politique va désigner en son sein un autre rapporteur qui va travailler avec le rapporteur pour améliorer son rapport. Au niveau des amendements, avec des réunions, des négociations, etc. Tout ça. S'il y a des accords sur les amendements, eh ben on votera. Amendement contre, voilà, on votera démocratiquement, mais on essaie de rapprocher les points de vue. C'est une démarche permanente de rassemblement, de compromis pour avancer, afin que le Parlement, quand il a fini, la Commission va adopter tel ou tel rapport, va voter, et ensuite ça va aller en plénière à Strasbourg, parce que tout rapport, toute indication, tout nouveau règlement, toute nouvelle directive, toute résolution, tout ce qu'on veut, doit être adopté par la plénière. Le vote de la Commission n'est qu'un vote indicatif. C'est ensuite soumis à la plénière, et une fois que c'est en plénière, plus le vote est important, plus le rapport de force avec le Conseil des ministres, le Conseil européen, est important, plus on a de chances de l'emporter. Donc, tout le travail en commission d'échange politique, mais parfois c'est très technique sur les sujets. C'est pas de la politique idéologique. C'est parfois trop technique. Et ça peut être ennuyeux. Et c'est parfois particulièrement ennuyeux. Moi qui suis pas du tout un spécialiste de la chose financière, vous voyez, des fois je me sens un peu largué dans les algorithmes du shadow banking. Oui. tout ça me passe au-dessus de la tête, parce que des fois c'est tellement abstrait qu'on se rend même pas compte de ce que c'est. Mais on y travaille et on s'entoure de collaborateurs pour céder, qui sont des experts, qui sont des spécialistes, et on reçoit des gens. Je voudrais là d'ailleurs en profiter encore une fois, pour tordre le cou à une autre idée reçue, celle des lobbies, que Bruxelles serait envahie par les lobbies, et que ce serait donc les lobbies, entendez par là les méchants gros industriels, financiers, banquiers, etc., qui feraient la pluie et le beau temps. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Qu'il y ait des lobbies, il n'y a rien de plus juste, il y a beaucoup de lobbies. Mais ils sont très organisés et très encadrés. Le problème des lobbies, c'est qu'ils soient... qui ne puissent pas agir impunément. Au Parlement européen, je crois qu'il y a
7000 lobbyistes enregistrés. Ils ont le droit de venir, de prendre rendez-vous avec les députés, discuter, etc. Tout ça, mais ils signent une charte de déontologie. Ils savent ce qu'ils ne font pas faire, parce que si jamais ils se font prendre dans une tentative de corruption, par exemple, tout ça, ils sont immédiatement sanctionnés. Alors, les lobbies sont représentatifs de toutes les forces de la société. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Moi, je suis écologiste, mais je peux vous dire que les lobbies environnementaux, Greenpeace, les Amis de la Terre, le WWF, différentes associations, ou les consommateurs, ou les syndicats, sont aussi très puissants à Bruxelles. Ce sont des lobbies. Et le député reçoit les lobbies. Moi, je reçois tous les lobbies. Tous les lobbies qui me demandent, et qui sont représentatifs en fonction du travail que j'ai sur telle ou telle question, sur tel ou tel rapport. Même ceux qui peuvent être en conflit d'intérêts avec vous? Il ne peut pas y en Par avoir. rapport Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. non, par rapport aux idées que vous mais défendez. même ceux, je reçois le plus volontiers ceux qui sont le plus critiques pour me faire mon idée. Oui. Je reçois tous ceux qui sont concernés, et c'est bien normal. C'est la démocratie. La démocratie, c'est l'organisation des différences, des divergences de manière pacifique. Hein. C'est le choc des intérêts. Évidemment que les patrons n'ont pas les mêmes intérêts que les ouvriers. Que les pêcheurs industriels n'ont pas les mêmes intérêts que les pêcheurs artisanaux, que les banquiers des big banques systémiques n'ont pas les mêmes intérêts que le petit épargnant. Hein. Évidemment, mais ils font partie de la société, ils font partie de la réalité, donc il faut comprendre, il faut enregistrer tout ça. Et ensuite, c'est aux politiques de se faire une idée et de trancher dans tel ou tel sens dans son vote, puisque c'est lui l'élu du suffrage universel. Ce ne sont pas les lobbies. Mais voilà, alors, donc les lobbies, il faut les encadrer, les organiser, mais il faut les écouter parce qu'ils représentent la société et se faire son idée à travers ça. Voilà. Alors, donc la journée, tout le travail le plus important, je termine là-dessus sur l'aspect emploi du temps, le plus important du député européen, c'est son insertion, son travail en commission. C'est ça le plus important. Pour bien le faire, il va l'être surtout dans une commission. L'autre, il ira un peu moins. Il y en a certains qui ont une troisième commission. On peut avoir 3 commissions, voire 4 commissions si on veut, mais là, on perd un peu la tête. Parce que c'est un vrai job à plein temps. Il faut beaucoup travailler, recevoir des gens, discuter, se renseigner. On n'est pas un spécialiste de tout, a priori, quoi. Moi, sur les questions financières, je suis loin d'être un spécialiste. Hein. C'est tout juste si je sais gérer mon compte en banque. Alors, heureusement que... voilà, mais enfin, j'ai quand même quelques idées économiques. Voilà, et je me fais mouler. Mais ça c'est un gros travail. Et pour ce travail-là, on s'appuie pas seulement sur les lobbies, sur les groupes d'intérêt, mais sur des collaborateurs qui travaillent avec nous sur chacune des questions précises. D'accord. Très brièvement, en 2 minutes, votre rôle en tant que député, c'est de défendre les intérêts du citoyen européen. Comment faites-vous pour passer de l'idée politique, des mesures que vous voulez mettre en œuvre, à la pratique dans la législation européenne? Eh bien, j'essaie de faire passer, moi, mais ce que je pense être de l'intérêt collectif, hein, du bien commun, hein, au sens un peu écologique du terme, mais aussi au niveau des valeurs, au niveau de l'organisation sociale, etc. J'essaie de le faire passer chaque fois, ces grandes idées-là, de les semer dans chacun des rapports que j'aborde, sur lesquels je travaille, parce que ça touche à tout ça. Alors parfois, c'est sur des questions très techniques, mais même derrière les questions techniques se dissimulent des questions politiques importantes. Ce sont des choix à faire. Donc voilà, c'est une question d'appréciation, c'est une question de travail. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un boulot à plein temps, c'est un boulot très prenant. Moi, je ne me représente pas là aux prochaines élections parce que il faut pas se faire place aux jeunes. Je suis contre le cumul des mandats dans le temps, donc voilà, j'arrive à un certain âge et il faut renouveler les représentations dans chaque famille politique. Mais si j'avais 10 ans de moins, je me représenterais parce que je trouve ça très intéressant. Je suis pas sûr que je serais réélu, ça c'est autre chose. Mais parce que c'est vraiment tout à fait passionnant. Et on a le sentiment
on a le sentiment, quand on est député européen, malgré les lourdeurs, malgré les bureaucraties, malgré parfois les affrontements un peu stériles, malgré les trucs le blocage avec les gouvernements sur lesquels des fois on se casse le nez, on a quand même l'impression que ça avance. On a quand même l'impression qu'on l'a construit, cette Europe. On a quand même l'impression que l'intérêt collectif prime sur les intérêts particuliers et nationaux. La preuve, c'est que depuis que l'Europe est en marche, pas à pas, hein, parfois un peu comme une tortue, hein, mais on a la paix. On a la paix entre 28 nations. Le continent européen a été le continent de la guerre pendant des siècles. C'est là où il y a eu le plus de guerres. Hein, et des génocides et tout ce qu'on veut, des crimes de guerre, de la purification ethnique. Les pires horreurs se sont passées sur le territoire européen. Et ben depuis 60 ans, on vit en paix. Vous qui êtes jeune d'une autre génération, moi-même je suis né à l'après-guerre, bon voilà, on est dans une nouvelle ère. Et ça, c'est la construction européenne qui nous a donné ça. Et ça, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui de quelques pays européens, elle comprenne que c'est son bien le plus cher, quoi, hein. Ne plus aller se faire étriper dans les tranchées, mais pouvoir passer d'un pays à l'autre, qu'il n'y ait plus de frontières, aller faire des études là, voir ceci, et des échanges culturels, des échanges professionnels, etc. C'est un luxe auquel nous nous sommes habitués en tant que jeunes. Voilà. Et petite dernière question, croustillante. Il y a eu un remaniement en France. Oui. Au niveau du gouvernement. Oui. Et bon, vous avez expliqué que vous défendiez l'intérêt général, pas celui de la France. Donc, j'anticipe ce remaniement, ce qui s'est passé avec les écolos. Y a-t-il un impact sur votre travail de député? Non. Il y a la situation politico-française n'a que peu d'impact. Je m'y intéresse, parce que c'est mon pays, parce que c'est mon mouvement politique, parce que, et je vous mets tout de suite à l'aise, j'étais, moi, résolument contre que les écologistes quittent le gouvernement, parce que quand on est je pense qu'il faut des écologistes pour agir. Il faut être sur le terrain, il faut essayer de faire, pas dans n'importe quelle condition, évidemment, mais il faut se mettre les mains dans le cambouis. Donc, mais ça n'a pas beaucoup de différence. On est 16 eurodéputés écolos français à Bruxelles, comme moi. On est 16. Parmi nous 16, on a des divergences entre nous. On discute, on s'engueule même parfois. Mais bon, on a le même horizon. Hein. On sait qu'on va ensemble. Donc on arrive toujours à trouver un terrain raisonnable de discussion pour avancer ensemble. L'union fait la force, c'est notre devise en Belgique. Ben, l'union et l'oignon fait aussi la force. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Bessier, d'avoir participé à cette interview. Voilà. Je remercie les studios de Radio Campus et le soutien à Galilée News de la Faculté de Sciences Politiques de l'Université libre de Bruxelles. À bientôt sur Galilée News, l'analyse de l'info par le citoyen et pour le citoyen.